présentation qui ouvre sur beaucoup de questions avec cette, comment dire, ce panorama historique qui, j'ai envie de dire, qui tente effectivement de trouver les germes de la situation dans laquelle nous sommes. Alors, j'essaye de répondre d'une certaine manière aux questions que vous avez posées dans le livre. Peut-être, par contre, je dirais, avant de présenter mon livre, je vais essayer de répondre un tout petit peu à ce que vous avez présenté. Ce qui est toujours assez difficile, c'est d'essayer effectivement de regarder le passé sans tomber dans la difficulté qui est certainement infranchissable, enfin qui est certainement indépassable, qui est de la juger avec nos propres catégories. Donc effectivement, la catégorie de l'aliénation, c'est la catégorie de la propriété privée de moyens de production, du fait qu'il y ait une société en classe, hein, que vous avez esclavage ou pas. Bon, c'est vrai que on ne peut faire certainement que ça, mais peut-être ce que j'essaye de faire dans le livre, c'est d'essayer de montrer peut-être, avec les apports que je peux avoir, soit de l'anthropologie ou de l'histoire, d'essayer peut-être d'identifier la naissance de ces catégories-là. Et il me semble qu'elles ne remontent pas aussi loin que ça, même si, bien sûr, dans les sociétés très anciennes, il y a 2000 ans, etc., il y avait de la domination, des sociétés divisées, etc. Hein. Mais simplement, j'essaie de la spécificité, j'essaie de repérer la spécificité sur quoi s'appuie la domination actuellement. Voilà, pour essayer de répondre à votre ouverture, en fait. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que je me suis engagée dans ce livre. Je me suis engagée dans ce livre parce que je suis économiste en fait, et je l'ai pas fait. Je crois que j'ai essayé de ne pas faire, de pas l'écrire en tant simplement qu'économiste, tout simplement parce que depuis tout le début de mes études d'économie, j'ai été gênée par un constat qui était celui finalement d'un champ de l'économie, de la pensée économique, qui était divisé entre effectivement une pensée dominante que vous connaissez, qui est la pensée qu'on pourra appeler néolibérale ou néoclassique. Donc les économistes sont en grande majorité des économistes dits libéraux, d'accord? Moi évidemment je me situais pas dans ce champ, je me situais dans un champ qu'on appelle soit d'économie politique, soit d'économie critique, ou plus spécifiquement d'économie hétérodoxe, c'est-à-dire qui s'oppose à l'orthodoxie économique, d'accord? J'étais quand même toujours gênée dans ce partage parce qu'il y avait comme un point aveugle, comme quelque chose qui était partagé par tous les économistes, qui était celui qui supposait que malgré tout, l'économie reste utile, même si il y a des débats à l'intérieur de l'économie en tant qu'économie reste utile parce que ça reste une science qui éclaire la manière dont les sociétés sont efficaces. C'est-à-dire, ça reste quand même une pensée qui se pose la question de l'efficacité productive. Vous reconnaîtrez, derrière l'efficacité productive, la productivité. Et donc, je me suis posé la question, mais finalement, cette productivité, est-ce que c'est un bien en soi? Dans le champ de l'économie, c'est vrai que si vous dites que vous êtes économiste, a priori, vous avez beaucoup de mal à contester que la productivité ou l'efficacité productive est un bien en soi. Vous réfléchissez sur comment elle advient, hein, comment est-ce qu'on peut la rendre plus présente, hein, comment on rend les sociétés plus efficaces par l'innovation, etc. Ou encore, il y a des débats pour savoir qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on réduit le temps de travail, est-ce qu'on distribue des dividendes, etc. Bon, il y a des débats en termes de répartition de cette efficacité, mais personne ne discute fondamentalement de la productivité en soi. Quelle est sa forme? Et évidemment, pour ça, j'ai dû sortir du champ de l'économie, essayer de trouver des sources, en fait, du côté un petit peu de l'anthropologie, avec mes moyens, hein, parce que, évidemment, avec les petits moyens qui sont les miens, de cheminer dans d'autres pensées, un petit peu, effectivement, la philosophie politique, vous verrez, légèrement la psychanalyse. C'est pour ça que je sais bien que vous avez signalé ce groupe qu'on a à Toulouse, d'essayer de sortir un peu de
du champ disciplinaire qui, de mon point de vue, nous enferme pour penser le temps présent. En fait, hein. L'idée, c'est que fondamentalement, on est pris dans une société qui est de plus en plus aliénante, et rester dans un champ disciplinaire, ça devient difficile, hein, parce que c'est une aliénation qui a plein de coordonnées différentes, hein, qui s'expriment à plein d'endroits, et que si on veut vraiment la penser, il faut peut-être travailler avec d'autres. Alors ça, c'est la première chose que je voulais dire par rapport à la manière dont je me suis engagée dans ce livre, avec une autre idée, c'est que j'ai voulu écrire, c'est ce que m'avait demandé l'éditeur au départ, je voulais écrire pour le grand public. J'ai pas voulu faire un livre académique, même si j'ai voulu avoir une forme d'exigence dedans, j'ai pas trop voulu simplifier ma pensée, j'ai voulu essayer de l'expliciter, mais de ne pas m'empêcher d'aller citer des auteurs qui sont jugés comme étant des auteurs peut-être des fois un peu denses, quoi. Mais je ne me suis pas limitée en termes de complexité, mais j'ai voulu quand même rendre le propos assez lisible, assez clair. Je ne sais pas si c'est réussi, voilà. Donc ça a été mon deuxième choix. Alors, le propos du livre, c'est de partir d'un constat que peut-être nous faisons tous, celui que nous sommes dans une société hyper innovante. Nous sommes dans une société très technique. Nous sommes dans une société qui en appelle sans cesse à de nouvelles technologies pour répondre à tel ou tel problème, quels que soient les problèmes d'ailleurs, que ce soit des problèmes de production, mais aussi des problèmes de lien social, par exemple ce qu'on appelle la silver economy, hein, c'est-à-dire l'économie des personnes âgées, donc qui serait technique, etc. Donc à chaque fois qu'on a un problème dans cette société, on en appelle à la technologie et au progrès, comme étant la marque de la société actuelle, c'est-à-dire celle qui va se transformer très très vite, avec ce présupposé que cette technologie conduirait à plus de temps libre, par exemple, à plus d'efficacité pour chacun, c'est-à-dire si chacun est plus efficace, ça veut dire que pour lui-même, il prend de plus en plus de puissance d'agir, j'ai envie de dire. Si on est plus efficace, c'est qu'on fait les choses plus vite, qu'on en fait plus, etc. Et pourtant, on constate, quand on parle avec les gens de leur travail ou dans leur quotidien, que les gens n'ont plus de temps. Donc la promesse de l'efficacité pour libérer du temps, elle n'est pas là. Les gens sont toujours de plus en plus occupés et les gens expérimentent une forme d'impuissance, c'est-à-dire tout est devenu plus complexe et dans ces technologies qui permettent effectivement cette superpuissance, on a vraiment ce sentiment d'être dépassé et de finalement d'être dans une forme effectivement de difficulté à agir. Des difficultés aussi à changer les choses qui sont autour de nous, d'être pris dans une sorte d'énorme machine. Donc c'est a priori un paradoxe par rapport à ce récit qu'on fait sans arrêt partout de la promesse de la libération par la technologie, hein, de la libération de la nécessité, du travail, on doit avoir plus de temps libre, etc. D'autant plus que ce sur quoi ça devrait s'incarner, en tant qu'économiste, c'est ce qu'on attendrait, c'est que ce développement, cette innovation, ce progrès économique, ce progrès productif devrait effectivement s'incarner dans des statistiques bien concrètes en économie, qui sont les statistiques de croissance et les statistiques de la productivité. Et là, ça fait écho à un débat qu'on a à l'intérieur du champ de l'économie. Effectivement, depuis les années 40 même, mais disons, les années 60 aux États-Unis et les années 75-80 dans les pays occidentaux, on a des baisses régulières, tendancielles de la productivité. Hein. Non pas qu'il n'y a plus de productivité, mais il y a de moins en moins de productivité et ce que ça va avec, évidemment, des baisses tendancielles de la croissance. Sachant que le déterminant de long terme de la croissance économique, c'est la productivité. La productivité peut augmenter si tout d'un coup, effectivement, on augmentait le temps de travail, hein, je dis un exemple, mais fondamentalement, en tout cas, les économistes disent toujours, ce qui détermine au fond la croissance de long terme, c'est la productivité. Et donc on voit bien que, étonnamment, on est dans une société qui fait énormément d'innovation. Enfin, vous regardez autour de vous les objets techniques que vous avez, les moyens de produire dans les lieux de travail de maintenant et d'il y a 10 ans, presque tout a changé.
Donc on est étonné, ce décalage, qui reste encore mystérieux. Je vais essayer de vous présenter les différentes explications, mais ce décalage qui m'a fait rentrer dans le... Donc le propos, c'était d'essayer de questionner cette productivité et philosophiquement, épistémologiquement et historiquement, dans une visée effectivement de critique politique évidemment de la productivité, évidemment de l'efficacité productive du capitalisme. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle veut dire aussi voilà, qu'est-ce qu'elle veut dire politiquement? Qu'est-ce qu'elle veut dire épistémologiquement? Alors, je vais, avant de raconter un petit peu ce récit de la productivité, le livre est partagé en 4 parties en fait. Il y a une partie qui présente en gros les personnages en fait, de mon récit, mais qui s'appuie sur comment dire, un corpus théorique de philosophie et d'anthropologie, pour faire simple, d'accord? Donc en fait, cette première partie, c'est qui est nécessaire, hein, donc je vais présenter un petit peu les points les plus importants, hein, les résultats les plus importants, qui est nécessaire pour sortir un peu du champ de l'économie et pour pouvoir ensuite mettre en place les personnages de mon récit, de la productivité, dans la deuxième, la troisième et la quatrième partie. Donc, je vais donc, dans la présentation, essayer d'expliquer quels sont les outils théoriques sur lesquels je me suis appuyée pour réfléchir, ces outils étant évidemment des outils clivants, enfin je veux dire différents les outils classiques de l'économie. C'est pas, non pas qu'ils soient meilleurs, enfin de mon point de vue ils sont meilleurs évidemment pour penser, mais c'est une proposition alternative que je fais par rapport aux économistes. Alors évidemment, je voudrais déjà éloigner tout malentendu sur la productivité et l'efficacité. C'est que souvent, on dit, on produit tel ou tel objet, on a telle ou telle organisation de travail, fondée d'ailleurs sur les techniques de management, parce que c'est plus rationnel. Et donc souvent, il y a dans le propos et dans les attendus de la productivité l'idée que c'est la manière la plus rationnelle de produire. Personne ne peut rien dire à la rationalité. Évidemment, quand on vous propose une innovation technologique, ou quand on vous dit on va organiser les services de telle ou telle manière, c'est au nom de la rationalité, c'est parce qu'on va être plus efficace, plus organisé. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit aussi au personnel, vous allez gagner du temps, voilà, vous allez voir ce que vous allez voir, ça va vous permettre de travailler plus efficacement, d'avoir moins d'aléas, de mieux maîtriser votre environnement de travail, d'avoir aussi plus de souplesse, de travailler à la maison, enfin, tout ça. Donc, avant d'aller plus loin, je voudrais d'abord bien préciser ce que j'entends par rationalité, puisque au fond du fond, il y a toujours cette idée que le capitalisme est un système rationnel. Et évidemment, il faut se préciser qu'est-ce que c'est que rationnel. Ici, il ne s'agit pas du tout de la rationalité classique en philosophie, qui est celle qui dit que est rationnel quelque chose qui trouve les moyens adéquats à sa fin. C'est rationnel, effectivement, si vous voulez aller à Rome, d'aller dans la direction de Rome et pas de partir dans la direction de la Grande-Bretagne. Bon, ça, c'est une rationalité, mais qui veut rien dire en soi, qui ne dit rien du capitalisme. C'est une rationalité qui est toujours là, qui est à minima là dans toutes les sociétés. Toutes les sociétés ont cette forme de rationalité, bien heureusement, et même le règne animal. Les fourmis, quand elles construisent la fourmilière, elles sont rationnelles, elles savent se donner les moyens d'être efficaces dans leur objet. Ce n'est pas donc l'adéquation des moyens aux fins. Ce dont il est question dans la rationalité du capitalisme, c'est tout autre chose, c'est quelque chose qui est récent, qui est une maximisation d'un produit et une minimisation d'un coût. Ça, c'est la rationalité qui fonde effectivement le capitalisme et qui fonde aussi la pensée économique. La rationalité en économie, c'est la maximisation pour tout un chacun de son utilité, de son produit, et la minimisation du coût, de l'engagement, du temps de travail par exemple, etc. C'est tout autre chose parce qu'ici il s'agit d'une maximisation, d'une quantité, et qui dit quantité dit effectivement valeur. Il faut maximiser une valeur économique, d'où maximiser la croissance, etc.
ça n'a rien à voir effectivement avec la simple définition de l'adéquation des moyens aux fins, puisqu'ici il s'agit de maximiser la valeur économique. Et donc cette valeur, c'est une valeur qui est instituée, la valeur économique c'est la valeur monétaire, derrière la monnaie, et donc c'est une institution sociale dont il s'agit de maximiser le produit. Et donc là, on est dans une invention caractéristique du capitalisme. Il faut rappeler ça pour essayer de mettre de côté l'idée simpliste qui serait de critiquer effectivement la critique de la rationalité capitaliste en disant qu'il n'y a pas de sortie de la rationalité. D'ailleurs, c'est l'argument de Tina, il n'y a pas d'alternative parce que c'est rationnel. Donc il faut bien dire que cette rationalité-là, c'est une rationalité inventée, anthropologique d'une certaine manière, dont on peut effectivement trouver d'autres propositions. Mais du coup, on en arrive à la deuxième question fondamentale, c'est du coup, comment est-ce qu'on pense une société avec une forme de rationalité, bien sûr, mais pas celle-là, et qu'est-ce que c'est finalement les structures sur lesquelles cette société pourrait se fonder. Et donc là, je me suis appuyée, pour parler de la productivité, je me suis appuyée sur une définition des institutions, qui est évidemment le concept central des sciences sociales, que ce soit pour les économistes, que ce soit pour les anthropologues, les sociologues, etc. Tout le monde travaille sur les institutions, sans qu'on soit tout à fait d'accord sur ce qu'on s'entend. Moi, j'ai essayé de m'appuyer sur une définition des institutions qui a été développée par un auteur sur lequel je m'appuie beaucoup, qui est Cornelius Castoriadis, qui effectivement tente de penser l'institution comme une expression du social historique. C'est-à-dire, non pas de trouver une définition de tout temps, fondée sur quelque chose d'un peu extra-social, mais d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la société dans son histoire. Mais on reste là. Donc ça a un côté un petit peu frustrant, parce qu'on n'a pas de loi de l'histoire. Du coup, il n'y a pas de loi de l'histoire dans cette définition-là. Il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait lire de l'histoire et qui nous permettrait de comprendre que il y a eu la révolution de 1789, on peut l'expliquer parce qu'il y a eu tel ou tel niveau d'inégalité, etc. Il n'y a pas de possibilité de trouver une loi de l'histoire dans cette pensée-là, parce que effectivement c'est une pensée de la société comme toujours une société dont il est possible d'avoir une création humaine ex nihilo. Dont il est toujours, la société est toujours la capacité de faire émerger du nouveau sans qu'on puisse directement le déduire rationnellement du passé. D'ailleurs, les Gilets jaunes, ça nous donne un peu à voir quelque chose de ça. On peut toujours réinterpréter la venue des Gilets jaunes, mais il y a quelque chose de nouveau qui est là et dont il est difficile d'avoir une interprétation rationnelle des Gilets jaunes. Cette forme-là, avec toutes ces incertitudes, etc., donne un petit peu peut-être une expression de cette théorisation. Alors, je ne vais pas évidemment rentrer dans toute la présentation de Cornelius Castoriadis sur l'institution. Je vais simplement insister sur le fait qu'une institution, toute société est fondée sur des institutions. Il y a des sociétés sans État, ça existe. Par contre, il n'y a aucune société sans institution, c'est-à-dire sans structure dans laquelle il y a un certain nombre de... il y a une structure de pouvoir, j'ai envie de dire, qui partage ce qui est interdit, pas interdit, qui donne des règles communes, qui sont sanctionnées, etc. Quelles que soient les formes de ce pouvoir. Donc ça, une visée, tous les anthropologues le disent. En tout cas, les anthropologues actuels, cette idée que les sociétés, même les plus primitives, avaient des institutions, je pense que ça, on peut le partager. Et donc, ces institutions ont nécessairement des fonctions à remplir dans la société. Celle, par exemple, pour ce qui est de notre capitalisme, l'institution de l'entreprise, par exemple, est celle de produire de la richesse de telle manière qu'elle s'accumule. La famille a la fonction, effectivement, de permettre que les enfants soient élevés dans une forme de sécurité affective, mais donc, voilà, ce sont un certain nombre de fonctions. Bon,
Ce qu'on va apporter de plus dans cette définition de l'institution comme remplissant des fonctions qui répondent à des besoins humains, c'est que cette fonction, elle s'invente dans une création imaginaire. C'est-à-dire que, finalement, on ne peut pas déduire les institutions humaines uniquement en se fondant sur « j'observe les besoins, ils sont là, et je réponds rationnellement à ces besoins ». Il suffit de regarder la manière dont, depuis tout temps, les institutions sont différentes. C'est bien que l'observation des besoins humains qui se réduisent, j'ai envie de dire, à 2000 calories par jour pour chacun de nous, et peut-être la reproduction de l'espèce, on a 2000 façons d'y répondre. Et ces 2000 façons, c'est la création imaginaire. Et donc cette dimension imaginaire, pour Castoriadis, elle est très importante. Et moi, elle m'a permis effectivement de critiquer le capitalisme dans son délire actuel, qui est la financiarisation. Donc toutes les institutions ont une fonction à répondre, mais ils ont une dimension aussi, il y a une dimension dans le capitalisme imaginaire, toujours là, même si on invente une autre société dans laquelle on a mis à bas les marchés financiers, il y aura une dimension imaginaire de notre nouvelle société. C'est bien quand nous avons conscience de cette dimension imaginaire que nous sommes une société désaliénée. La désaliénation, ce n'est pas de supprimer l'imaginaire, surtout pas, c'est d'en prendre conscience. Et donc, ce que j'ai essayé de faire dans le livre, c'est d'essayer de montrer comment cet imaginaire capitaliste, de toujours plus de productivité, va s'autonomiser de plus en plus et va devenir une folie. C'est-à-dire que la dimension imaginaire, quand elle devient très très forte par rapport aux besoins concrets des gens, à leur vie de tous les jours, etc., devient effectivement une folie. Et il me semble que dans ce sens-là, le capitalisme est de plus en plus proche du point de délire, quoi. Donc, c'était le cas il y a certainement déjà un délire il y a quelques années, mais effectivement on a l'impression d'une folie, tout simplement d'une folie. Ça me fait penser à une remarque qu'on me fait souvent quand je présente les dynamiques du capital, les marchés financiers, etc. Souvent les gens me disent, mais enfin quand même c'est étonnant parce qu'on voit bien les périls arriver, pourquoi ceux qui sont les élites politiques, etc., sont-ils... pourquoi est-ce qu'on ne leur explique pas ça? Ils se rendraient à la raison. Il ne s'agit pas de raison. Il y a une dimension imaginaire, qui est une forme de folie, certainement, qui est propre effectivement à la race humaine, dont on a les effets de plus en plus forts, finalement, qui s'autonomisent. Donc, pour en revenir à mon institution, il y a donc deux dimensions dans l'institution, la fonction et l'imaginaire, qui portent des périls, mais pas que, qui est indépassable, mais qui peut porter en elle un certain nombre de périls. Et évidemment, pour terminer cette partie, je préciserai que je m'appuie sur une définition, toute anthropologie et toute tentative effectivement de caractériser la société se fonde au fond du fond pour chaque penseur, mais chacun de vous, j'imagine aussi, sur une conception que nous avons de la nature humaine. Comment nous pouvons qualifier finalement les citoyens, et derrière les citoyens, les hommes et les femmes. Et ça, c'est un des éléments les plus résistants, il me semble, dans la pensée du capitalisme, c'est que ça s'appuie sur une idée un peu brutale et qui semble tomber sous le coup du bon sens, et que chacun poursuit son intérêt individuel. Ça, c'est la définition classique de la rationalité économique, c'est que oui, mais enfin, bon, mais chacun, c'est bien normal, chacun poursuit son intérêt individuel. Mais ça, c'est une invention culturelle. Dire ça, pour reprendre notre exemple, ça voudrait dire qu'effectivement chacun maximise son intérêt individuel, donc a toujours besoin d'avoir toujours plus de richesses matérielles et de courir après la hausse des revenus et la hausse de la consommation. Bon, il y a un anthropologue qui s'appelle Marshall Saline qui a écrit Âge de pierre, âge d'abondance, et qui essayait de montrer que dans certaines sociétés où la richesse matérielle n'avait aucun sens, les gens se trouvaient riches. C'est-à-dire qu'ils travaillaient 2 heures par jour et ils étaient dans un âge d'abondance parce que justement leur conception des besoins n'était pas la conception de nos besoins. Nous avons besoin de beaucoup de choses pour vivre. Donc je m'appuie sur une définition beaucoup plus réduite en fait de la nature humaine pour dire, avec Marshall Saline d'ailleurs, qu'il n'y a pas de nature humaine, que la nature humaine c'est la culture. Il n'y a pas de nature humaine égoïste ou comment dire, bienveillante.
c'est ni bon ni mauvais, c'est juste que c'est la culture qui donne les significations aux êtres humains et qui les font devenir ce qu'ils sont par la socialisation. Sauf que, à la différence de Marshall Saline, c'est là où la psychanalyse est intéressante, il y a toujours un point d'indétermination dans chacun de nous, un point qui est non socialisé et qui permet justement cette imagination d'être toujours là, qui permet aux gens des fois de résister, de dire non, pour le pire ou pour le meilleur, de simuler par le feu, par exemple, au printemps de Tunisie, par exemple, parce que quelque chose résiste malgré tout et effectivement fait venir des choses nouvelles, etc. Donc, j'ai eu besoin, effectivement, pour essayer de sortir un peu de cette définition qui nous aliène de la nature humaine, de dire la nature humaine n'existe pas, c'est de la culture, mais il y a quelque chose qui reste non socialisable de la psyché, qui fait qu'il y a un espace possible de liberté, de résistance, toujours partout, donc, et qui existe en chacun de nous, même si certaines personnes nous paraissent totalement aliénées, hein, mais nous n'en savons rien, en fait, d'une certaine manière. Quelque chose est mystérieux. Alors, après ce propos un petit peu théorique, je vais maintenant essayer de rentrer dans l'histoire de ces institutions du capitalisme que je fais démarrer après la Seconde Guerre mondiale. Je ne vais pas remonter trop loin, ça dépasserait largement mes compétences que j'ai d'histoire. Tout simplement parce qu'en plus en économie, on a souvent les économistes hétérodoxes, les économistes atterrés qui critiquent le néolibéralisme. On le critique d'un point de vue des Trente Glorieuses, souvent. On dit les Trente Glorieuses c'était comme ça et le néolibéralisme c'est différent. Donc on prend appui dans cette période de la Seconde Guerre mondiale, pas pour dire que c'était le meilleur système, mais souvent pour qualifier le néolibéralisme. Et pour aller plus au fond, je ne ferai pas ça. C'est-à-dire que d'une certaine manière, pour moi, le néolibéralisme, c'est l'approfondissement de ce qu'il y avait dans les Trente Glorieuses. Même si les Trente Glorieuses ont amené, effectivement, en termes de répartition des richesses, d'avènement de la classe moyenne, etc. Mais il y avait déjà en germe cet imaginaire rationaliste, productiviste, qui s'est déployé sous d'autres formes avec le néolibéralisme. Donc là, les personnages de cette histoire, c'est deux grands personnages. Le premier, c'est les institutions qui s'occupent du travail. J'ai essayé de regrouper un petit peu sous un même vocable ce qui s'occupe en fait, toutes les institutions qui s'occupent des questions du travail, avec comme fondement en signification, hein, c'est-à-dire elles le font de quel point de vue? Quelles sont les légitimités de toutes les institutions qui s'occupent du travail, qu'on pourrait nommer comme le Code du travail, les conventions collectives, la protection sociale, etc. Tout ce qui a été arraché de notre lutte par le mouvement ouvrier, par le mouvement syndical, elles le font malgré tout dans un état social, elles le font se légitimant d'une certaine signification sociale. Elles disent souvent il s'agit de protéger le travailleur d'une aliénation trop grande au travail, hein, et donc de lui permettre de reproduire, pour reprendre un terme marxiste, de reproduire la force productive, enfin d'avoir des conditions dignes, hein, de vie pour élever ses enfants, etc. Donc, ça passe par la progression des salaires, par l'amélioration des systèmes de protection sociale, de la retraite, etc. Mais ces institutions ont comme caractéristique quand même de laisser de côté la question de la productivité dans le travail. C'est-à-dire, il s'agit de laisser, et même d'accompagner, même j'ai envie de dire, l'organisation productive dans le champ des entreprises pour qu'ensuite on puisse répartir effectivement le produit en faveur des travailleurs, en faveur de la protection sociale, d'accord? Donc, finalement, ces institutions du travail, qui se sont opposées au patronat, hein, enfin, je veux dire, qui ont été le résultat de luttes sociales contre le patronat, elles n'ont quand même jamais questionné directement la productivité et l'efficacité productive. Hein, je rappelle que Lénine disait, et ça c'est parce que c'est aussi l'héritage du marxisme, hein, Lénine disait vouloir supprimer l'autorité dans la grande industrie, c'est vouloir supprimer l'industrie elle-même. Et il ne s'agissait pas de supprimer l'industrie elle-même, parce qu'il fallait absolument développer le plus possible la productivité avec le vocable
du marxisme, c'est-à-dire développer les forces productives, parce qu'en développant les forces productives, la classe des prolétaires et la classe des travailleurs devenaient de plus en plus puissantes. Il y avait une socialisation effectivement de plus en plus importante des moyens de production, ce qui allait conduire mécaniquement le capitalisme vers sa fin. Donc il y avait une sorte de tension entre les luttes pour arracher une meilleure répartition du produit, mais en laissant se déployer l'efficacité productive dans l'entreprise, hein, et même ailleurs, d'une certaine manière. Donc il y avait cette logique productiviste, cette logique de l'efficacité, qui était, je dirais, la condition, enfin disons, qui était le point aveugle plutôt, ou même la condition du dépassement plus que le point aveugle, la condition du dépassement du capitalisme. Et donc on a eu cette, comme vous le savez, mais là je ne reviendrai pas, on a eu cette période des 30 glorieuses où l'État social, la protection du travailleur, l'avènement de la classe moyenne, etc., ont été au rendez-vous et ont permis d'assurer une forme d'incarnation de cette idée que finalement la productivité conduisait vers l'abondance. On allait peut-être arriver à un moment donné où le temps de travail serait très très faible, on allait peut-être sortir du capitalisme tout simplement, parce que voilà, si on arrivait à arracher comme ça une bonne répartition du produit, ben on allait de moins en moins travailler et sortir finalement du capitalisme. À côté de ces institutions-là, toujours présentes évidemment, il y a un ensemble d'autres institutions qui sont en conflit sur la répartition du produit. C'est les institutions du capital, dont la légitimité, la signification sociale, c'est celle de permettre à la société, dans son ensemble, hein, le capitaliste ne justifie pas son activité juste pour dire mon profit à moi et moi seul, même si ça change dans les derniers temps, mais ce n'est pas du tout la justification générale, hein. C'était plutôt de dire moi je fais du profit parce que je vais pouvoir ensuite réinvestir ce profit dans les moyens de production, l'amélioration des techniques, la puissance matérielle, la maîtrise du monde, la maîtrise de la nature. Donc la promesse des institutions du capitalisme, ce n'était pas la promesse de l'abondance directement, hein, des travailleurs comme pour le travail, c'était plutôt celle de cette puissance matérielle, cette puissance de maîtrise du monde. Voilà. Et donc le capitaliste exploite les travailleurs en disant oui mais moi je vais investir une partie de mon profit. Je vais, par cette organisation, c'est vrai, difficile dans l'usine, on fait tous des efforts, mais l'investissement va arriver et il y aura de la croissance et il y aura de l'amélioration du niveau de vie, fondamentalement, hein, pour revenir sur les choses bien connues de tous. Là aussi, la condition, c'était qu'il y ait pas de la productivité. Et donc, la condition, c'était que l'efficacité productive soit toujours garantie partout. Et donc, logiquement, c'est arrivé très très vite d'ailleurs, logiquement, le compromis était possible sur l'espace de la productivité. C'est-à-dire qu'il y a des conflits entre les institutions et entre effectivement les classes, mais il y avait, en tout cas jusqu'à la période récente, il y avait effectivement une forme de compromis possible sur la nécessaire déploiement de la productivité, et dont l'économie porte trace, c'est-à-dire que dont l'économie ne questionne pas, c'est-à-dire il y a toujours cet non-questionnement de la productivité, tout le monde, et même les syndicats, sont d'accord pour préserver et même continuer de garantir cette productivité. Bon, pourquoi pas, moi j'ai envie de dire, ça ne posait pas de problème, sauf que on ne peut que constater que ça a l'air d'échouer. C'est-à-dire que la façon dont cette productivité a été garantie pendant les 30 glorieuses, et même jusqu'à les années 80, échoue de plus en plus à partir des années 80. Donc quelque chose arrive dans les années 80 qui vient mettre en question cet espace de compromis. Et du coup, comme il n'y a plus d'espace de compromis, il y a le néolibéralisme avec l'attaque en coupe réglée effectivement des institutions du travail qui ne rendent plus... qui sont plus là pour préserver cette productivité. Donc, il y a comme une difficulté à faire toujours advenir cette productivité. Alors, ça c'est la partie sur les limites. Il me semble, moi, que j'ai essayé de repérer quelles étaient les différentes limites qui surviennent dans les années 80 et qui sont, pour moi, le déclenchement
pour les institutions du capital d'abord d'un délire, hein, d'une certaine manière, c'est-à-dire de tenir coûte que coûte, hein, d'outrepasser ses limites. Hein, donc quand on outrepasse les limites, souvent, ça augure rien de bon. Mais effectivement, l'apparition des limites, c'est pour les élites politiques et économiques qui sont à ce moment-là au gouvernement, l'occasion effectivement de trouver d'autres moyens de préserver la puissance du capital. Hein, de dire, bon voilà, on a conduit jusqu'à présent notre puissance en préservant la productivité, comment ça se fait qu'elle n'arrive pas, comment on peut maintenir malgré tout, coûte que coûte, cette maîtrise, effectivement, cette productivité, même si on arrive de moins en moins, et donc on va trouver ces moyens que je présenterai tout à l'heure. Alors, les limites, elles sont fondamentalement de deux grands ordres, hein. Peut-être se rejoignent. La première limite, c'est des limites anthropologiques, j'ai envie de dire, ou des limites corporelles, dont les éléments sont assez évidents pour beaucoup, c'est-à-dire déjà, il suffit de regarder les statistiques de consommation des ménages en biens industriels, parce qu'il s'agit bien des biens industriels dont on parle dans les années 60 et 70, d'accord ? Ben évidemment, les premières limites de la consommation des ménages en biens industriels commencent à saturer juste avant 68 d'ailleurs. Hein. Donc il y a quelque chose qui vient ici faire limite, c'est-à-dire que la consommation en biens matériels, le corps ne peut pas absorber tous ces biens matériels. Même si on continue à l'absorber, il faut du temps pour absorber des biens matériels. Hein. Il faut du temps pour conduire la voiture, il faut du temps pour regarder la télévision, il faut du temps pour faire marcher une machine à laver le linge, etc. Il faut de l'espace aussi, c'est limité l'espace. Les villes sont devenues des villes de plus en plus chères, etc. Du temps et de l'espace. Il y a une limite corporelle, j'ai envie de dire, une limite qui vient là apparaître. Et dans les statistiques, on la voit apparaître là, qui commence une stagnation comme ça de la consommation. Un autre type de limite un peu anthropologique, c'est que dès les années 70, on a aussi une forme de contestation importante et diffuse de cette productivité, de ces conditions de travail faites à tout un chacun, qui va donner la marque d'ailleurs d'un revirement managérial hein, des années 90, avec des conflits un peu partout aux États-Unis, en France, sur... Voilà, on commence à avoir... C'est complètement été perdu d'ailleurs, hein, mais des contestations de les finalités du travail, l'organisation du travail, pas nécessairement toujours pour les salaires ou la retraite ou la protection sociale, mais une conflictualité sur le lieu de travail, ce qui conduit d'ailleurs le patronat à être obligé de rajouter des lignes de contrôle et à faire baisser la productivité. Plus de gens pour contrôler baissent la productivité. Donc, là aussi, une limite aussi qui vient, le travailleur étant de plus en plus aussi éduqué, hein, qui vient questionner le sens du travail. Il y a évidemment une deuxième grande forme de limite qui est évidente et qui fait d'ailleurs partir le néolibéralisme du premier choc pétrolier, les premières limites qui apparaissent de l'accès à l'énergie. Le choc pétrolier étant effectivement une incertitude par rapport à l'accès à l'énergie, la fin des colonies, qui étaient des espaces où on pouvait tirer effectivement des biens, des matières premières, etc., devient plus compliqué, même si ça continue d'avoir lieu. Les premières alertes écologiques, c'est les années 70, donc quelque chose qui apparaît d'une limite en termes écologiques pour produire toujours pour toujours avoir des gains de productivité si élevés, dont on a les traces dans les milieux, même les milieux patronaux, hein, qu'on commence à prendre conscience de la possibilité d'une limite écologique à la croissance et à la productivité. On a eu évidemment face à ça toute une littérature sur c'est pas grave, il y a des limites matérielles, on les connaît. L'économie va se réinventer du côté des services, hein, pas de souci. On sera toujours en croissance avec les services, donc on va être dans une société de services. Je l'exprime un peu dans le livre, mais je vais aller vite évidemment. C'est une arnaque pure et simple, tout simplement parce que d'abord une grosse partie des services, les services ont une forme de matérialité, souvent distante. Hein, quand on dit service par exemple de plateforme, il y a des matérialités numériques bien concrètes à d'autres endroits.
produisent de l'énergie, prennent de l'espace, des habitats, il faut déplacer les gens, il faut avoir des bâtiments pour faire des services, etc. Donc le dépassement des limites par une économie dite immatérielle, c'est évidemment pas vrai du tout. Tous les services qu'on nous produit ont une matérialité, souvent d'ailleurs plus chronophage en énergie. Un livre comme ça, en impact gaz à effet de serre, est beaucoup moins grand qu'un livre numérique. Donc ça, on a l'impression que ça fait moins de papier, mais pas du tout, parce qu'il faut effectivement des moyens techniques d'extraction des matières rares, il faut ensuite, voilà, on ne sait pas très bien les recycler, etc. Donc, bon, ça a été démontré de manière beaucoup plus précise que je le fais dans le livre par les milieux, enfin voilà, par beaucoup d'écologistes. Donc, il y a une limite, effectivement, une limite aussi au redéploiement de la productivité dans les services, qui d'ailleurs a du mal, les services restent des services à faible productivité. Là aussi, je passe rapidement, les économistes cherchent à répondre à ça en disant oui, mais parce que dans les services, en fait, on mesure mal la vraie valeur des services, la productivité est beaucoup plus élevée qu'on ne le croit, il faudrait trouver des bons indicateurs de la qualité des services. Mais il y a un oxymore entre la qualité et la quantité. Hein. La qualité, c'est l'inverse de la quantité. Donc, je veux dire, donc, la question, effectivement, de la mauvaise mesure des services est une question byzantine d'économistes dans leur laboratoire, parce que ce qui fait la productivité, c'est la création de la valeur des services, de la valeur économique des services. Et qu'est-ce qui fait la valeur économique des services? C'est l'utilité sociale de ces services à un moment donné. Qu'elle soit marchande ou pas, c'est une institution sociale. Donc c'est pas parce qu'on a un mauvais indicateur, c'est juste que, effectivement, peut-être, face à ces services, il n'y a pas de besoins solvables. Peut-être que les gens n'ont pas tant d'argent que ça pour payer ces services, ce qui fait que, évidemment, les prix sont très très bas. Donc il y a bien une institution sociale qui valide, qui valorise ces services. Et ce n'est pas juste une question de mesure ou de mauvaise mesure. Alors, du coup, on est arrivé dans les années 80 avec cette difficulté pour les institutions du capital à maîtriser et à continuer à rester, j'ai envie d'en dire, sur leur imaginaire. Et on a donc ce passage qu'on qualifie souvent d'un passage d'un capitalisme industriel à un capitalisme néolibéral, dont on peut repérer les coordonnées facilement avec la montée des marchés financiers, la perte d'autonomie politique en termes de politique économique des États, etc., que peut-être vous connaissez. Mais avant de repérer les coordonnées factuelles, je dirais repérer quand même que ce par quoi ça passe, ce qui est le plus important, c'est la transformation de la monnaie. Il a fallu, effectivement, pour passer d'un capitalisme industriel à un capitalisme néolibéral, c'est transformer la monnaie, qui est l'institution majeure du capitalisme. C'est-à-dire que sans ces transformations monétaires, il n'y a pas de marché financier, même si ça ne suffit pas. Donc, la chose que je voudrais dire, sans rentrer trop dans la difficulté, c'est que, comme je l'ai dit, la monnaie est une institution sociale qui était, pendant les 30 Glorieuses, à la sortie de la guerre, qui avait un ancrage politique. Voilà. C'est-à-dire que ces institutions, ces différentes monnaies, avaient d'une manière ou d'une autre un ancrage politique, c'est-à-dire une relation en tant qu'institution avec une autre grande institution qui sont les États, qui était, bon an, mal an, appuyée sur une forme démocratique parlementaire. Donc il y avait les monnaies qui étaient gérées par les banques centrales, mais qui étaient quand même sous la coupe effectivement des gouvernements, eux-mêmes en tout cas en articulation, contrôlée par les parlements. Bon, cette articulation, j'ai envie de dire, de la monnaie avec la politique a été sciemment rompue à la fin des accords de Bretton Woods, c'est-à-dire on a dit il faut absolument que la puissance de la monnaie, la puissance du capitalisme retrouve sa vigueur. On était, en plus c'était la fin de Bretton Woods et Nixon pour continuer à faire la guerre au Vietnam, donc pour une question effectivement de puissance économique.
de puissance tout simplement hégémonique des États-Unis. Donc il fallait libérer la monnaie des entraves politiques, qui l'embêtaient, etc., hein, pour que cette monnaie puisse enfin être l'outil du capitalisme pour pouvoir aller là où il fallait aller. Donc, c'est-à-dire, vous allez voir ce que vous allez voir, la monnaie va être libérée de son pilotage politique. Hein, il n'y a plus d'encadrement des taux d'intérêt, il n'y a plus d'encadrement des taux de change. Globalement, c'est les deux grands prix qui tiennent la monnaie, effectivement. Bretton Woods, c'est la fin des taux de change, et la privatisation de tous les systèmes bancaires dans tous les pays, c'est la libéralisation des taux d'intérêt. Donc ces deux grands prix qui permettent de tenir la monnaie explosent, ils sont plus du tout tenus par des considérations politiques, et évidemment, ils vont permettre d'être des outils au service du capital pour permettre de se déployer et de retrouver d'autres moyens de maintenir sa puissance. Alors, ça va avec un certain nombre j'y reviendrai peut-être dans le débat, mais avec un certain nombre de décisions politiques bien concrètes de construction de ces marchés financiers, de déréglementation, qu'Attac, on connaît très très bien, hein, qui a construit la déréglementation du capitalisme vers sa forme financière. Ça va aussi avec la montée en puissance des technologies de l'information, hein, qui sont nées dans les années 40, pendant la guerre aux États-Unis, dans l'idée effectivement d'avoir des techniques de contrôle de l'information, donc avec des attendus économiques et militaires. Et évidemment, ces technologies de l'information vont permettre aussi à cette monnaie de pouvoir circuler le plus librement possible. Hein. Je rappelle que actuellement, depuis peu, les sociétés de bourse sont dirigées par des informaticiens. Jusqu'à il y a quelques années, c'était soit des gens qui étaient formés de la haute administration publique, soit des banquiers. Là, ce sont des informaticiens donc, qui, effectivement, sont voilà, sont à la tête des sociétés de bourse. Donc, ce sont globalement des services informatiques qui viennent technologiquement intriquer effectivement cette transformation monétaire. Ils permettent à la transformation monétaire effectivement de trouver toute sa puissance. C'est là où on voit effectivement que la technologie, c'est une technologie qui cherche avant tout évidemment à assurer la mobilité et la liquidité du capital comme élément fondamental de la nouvelle puissance du capital. Là, les effets sur alors, tous ces éléments de construction des marchés financiers, ces éléments politiques, etc., se sont accompagnés d'une stratégie de redéploiement des grandes entreprises qui deviennent effectivement des acteurs majeurs du capitalisme néolibéral. Ces grandes entreprises vont se redéployer au niveau global en transformant les chaînes de production en une myriade effectivement de petites entreprises, en externalisant, en ayant des sous-traitants, etc. Donc, ils ont une possibilité, par les moyens technologiques, mais aussi par le développement des transports, etc., effectivement, de gérer les productions au niveau mondial, et donc, ce qui permet à ces grandes entreprises de retrouver des moyens pour assurer la production, pour assurer, leur profit. Sachant que tout ça a conduit à un fait majeur du néolibéralisme, c'est que finalement, cette augmentation des taux de marge des entreprises, hein, cette possibilité pour les entreprises soutenues par les marchés financiers, la liquidité, effectivement, de retrouver des bénéfices faramineux, et on le voit chaque année, quand on regarde les dividendes qui sont distribués, d'accord ? Et bien, ces taux de marge ne remplissent plus, ce que je disais au tout début, ne remplissent plus leur rôle, j'ai envie de dire, social, de se réinvestir dans la production. C'est-à-dire que malgré le rétablissement des taux de marge, les taux d'investissement ne sont pas au rendez-vous. Ce qui fait qu'il y a un écart énorme entre effectivement les efforts qui sont faits en termes de rationalisation, d'organisation super productive, etc., et l'investissement en termes de technique de production qui n'est plus là. Il y a quelque chose qui échappe, qui fuit vers la liquidité, hein, comme disait Keynes, quoi. Donc quelque chose là qui ne vient plus rendre, j'ai envie de dire, le compromis du départ. Le compromis du départ, c'était je fais des bénéfices, mais je vais faire du profit.
je fais des profits, mais je vais faire des investissements. Il n'y a plus ce compromis du départ qui vient, je dirais, marquer une forme de sécession, effectivement, des institutions du capital par rapport au compromis que j'ai présenté au début. Et donc, évidemment, au bout du bout, dans cette histoire de la montée en puissance du néolibéralisme, il y a un retour nécessaire vers le réel. C'est-à-dire que ce délire-là, des sociétés, des marchés financiers, des grandes entreprises qui organisent au niveau mondial, et on le sent bien d'ailleurs, hein, ce monde-là qui décroche de plus en plus, hyper technicisé, mondialisé, etc., doit nécessairement, pour continuer à vivre, s'appuyer au bout du bout sur le travail. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être totalement hors sol, même s'il aurait la volonté de l'être. Derrière, il faut qu'il y ait des travailleurs qui travaillent, qui produisent des dividendes, etc. Et donc, la dernière partie du livre, c'est d'essayer d'exprimer quels sont, globalement, les effets sur le travail concret, que j'ai appelé la tragédie du travail, en essayant, dans un premier temps, de mettre à distance un petit peu les débats qu'on a lorsqu'on parle du travail, parce que dernièrement, il y a beaucoup de débats sur la fin du travail. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, le revenu de base, le revenu universel, voilà, est-ce qu'il faut laisser aller cette autonomisation, cette robotisation, cette ubérisation, et dire ben, tant pis, bon, tant pis, il va y avoir beaucoup de chômage, mais si on fait un revenu de base, eh ben, ça va être super, parce que ben, du coup les gens qui ne travaillent pas beaucoup pourront vivre dignement, etc. Donc on a énormément de discours qui arrivent sur est-ce que c'est utile de travailler, quel est le sens du travail, etc. Et ça vient convoquer la philosophie du travail qui oppose souvent dans la tradition de la philosophie du travail deux grands pôles, le travail comme nécessité dont il faudrait nécessairement réduire l'espace, quoi. Le travail, bon, tous les hommes, donc il y a une pensée comme ça, tous les hommes n'aiment pas travailler, le travail est négatif, etc. Donc il faudra en réduire l'espace au maximum. Et d'autres qui disent non, le travail c'est une confrontation nécessaire que nous devons, chacun de nous, appréhender, en tout cas rencontrer pour s'épanouir. Donc un côté un peu même d'insertion sociale avec les sociologues, etc. Bon. Ces débats ont lieu, continueront d'avoir lieu, ils sont tout à fait intéressants. Mais moi, j'ai essayé de dire, mais finalement, pour reprendre mon fil, ce qui est en crise, on ne va pas revenir sur le débat de tout temps, hein, ce qui est en crise, c'est ce qui marque le travail dans l'histoire. Enfin, c'est-à-dire ce qui, dans le travail, est spécifique à notre époque. C'est-à-dire, ce qui est en crise, c'est le fait que le travail a une dimension de productivité. Ce qui est en crise et qui est difficile, c'est qu'on demande au travail d'être toujours plus productif, plus efficace, etc. C'est pas que le travail est difficile ou que le travail est bon. Il y a certainement les deux choses. Et en fonction de là où on est, plus ou moins, ces deux dimensions. Mais peut-être ce qui est questionné là, ce qu'il faut questionner, c'est la dimension productiviste du travail. Cette injonction à la productivité dont chacun de nous peut faire d'une manière ou d'une autre l'expérience. Donc là, et elle est tellement en crise qu'effectivement, ceux qui n'ont pas de travail donc sont dans des difficultés économiques qu'on connaît, il y a la précarité, etc. Mais ceux qui sont dans le travail souffrent terriblement, souffrent de sens de travail, souffrent de burn-out, etc. Donc on a bien quelque chose d'une crise du travail comme productivité qui a débordé largement, je dirais, de l'espace de travail. Finalement, tout est devenu travail au sens de productivité. Même quand on est à la maison, il faut être efficace, hein, avec des outils technologiques. Il faut être efficace dans son développement personnel, efficace dans son entretien de soi, efficace dans son alimentation, etc. Donc il y a comme cette idée que cette conception de l'efficacité a débordé de l'ancien cadre, le cadre uniquement de l'entreprise pour se redéployer dans l'ensemble de la vie. Avec une promesse que plus vous êtes efficace, plus vous jouirez, plus vous serez heureux. Hein, soyez efficace dans la conduite de votre vie, soyez des auto-entrepreneurs de vous-même, et effectivement vous allez avoir, par votre performance, c'est la performance qui vous permettra d'être des personnes heureuses, des personnes épanouies, ce qui est d'ailleurs une sacrée invention, parce que
Quand Taylor a mis en place l'Organisation scientifique du travail, il avait tout à fait conscience que c'était difficile, mais c'était pour effectivement une efficacité de l'ensemble de l'entreprise. Mais il n'avait pas vocation à dire « je vais vous rendre plus efficace dans votre travail et vous allez jouir de cette efficacité sur le lieu de travail ». Là, effectivement, le management nous promet de jouir de notre propre performance, qui est quand même un sacré, j'ai envie de dire, un sacré pari. Donc, je donne un peu le panorama dans la dernière partie de ce qui arrive au travail, en insistant, à mon avis, sur finalement ce qui est détruit, fondamentalement, que ce soit par les politiques de l'emploi d'ailleurs, hein, qui cherchent à réduire le travail en faisant toujours plus de flexibilité et de précarité, ou que ce soit dans les nouvelles techniques de management, dans le travail à l'extérieur du travail. Ce que ça vient détruire, c'est de détruire ce qui est commun dans le travail. On détruit la norme commune du travail, le CDI, le temps de travail commun, etc. Ça vient détruire les paroles communes, les métiers communs du travail, ça vient détruire les collectifs de travail. Donc, effectivement, toute cette... la manière dont le management fait le relais par rapport à la financiarisation, c'est d'essayer de trouver l'efficacité en détruisant le commun du travail. Dans ce sens-là, c'est une tragédie parce que, effectivement, le commun est la seule condition d'avoir des espaces politiques. Il n'y a pas d'espace politique individuel, c'est un oxymore. Le politique, le travail peut être un espace politique, un espace de création politique, etc., qu'à partir du moment où il y a des collectifs du travail, où il y a des communs du travail, il y a des normes communes, des pratiques communes. Et de mon point de vue, c'est cela dont il est question de détruire dans l'époque qui est la nôtre. Voilà, j'ai terminé la présentation du livre. J'ai, dans la conclusion, tiré quelques pistes de réflexion. Je n'ai pas, évidemment, eu la volonté de conclure de manière programmatique. J'ai essayé de dire que finalement, la productivité a à voir avec une maximisation de la valeur économique et que peut-être pour sortir de cette insoutenable productivité, il fallait être moins productif. C'est évident d'ailleurs pour beaucoup d'endroits. Par exemple, l'agriculture doit être moins productive, donc il faut faire baisser la productivité dans l'agriculture, il faut faire baisser la productivité dans les services. C'est évident à l'hôpital. Il y a énormément d'endroits où effectivement il faut avoir une forme de sobriété productive, ce qui veut dire effectivement, c'est une forme de décroissance, mais ce qui décroît, c'est pas la richesse, hein, en tant que ce qui nous entoure et ce qui est au monde, hein, en tant que qualité de ce qui nous entoure et ce qui est au monde, ce qui va décroître, c'est la valeur économique. Dans ce sens-là, c'est une forme de sortie de l'économie comme valeur centrale de la société. Voilà, je vous remercie.